Si vous tombez sur cette vidéo, vous aspirez probablement à une carrière plus heureuse et équilibrée dans l'hôtellerie. C'est ma mission de vous aider à cheminer dans ce sens, donc bienvenue sur cette conférence que j'ai donnée début août 2025. C'était la première fois que je l'animais avec seulement quelques jours de préparation. Je vous remercie pour votre indulgence pour la qualité de la vidéo. En revanche, je suis plutôt très satisfaite de la qualité du son et du rendu, finalement, de tous les conseils que j'ai pu donner en moins d'une heure à cette assemblée qui s'est motivée à venir dans ce magnifique hôtel hybride qui s'appelle Zoku. Je suis Morgane Jaouen, je suis consultante en gestion de carrière hôtelière. Et si je choisis de vous donner accès à ce replay de conférence, c'est parce que j'aimerais votre avis. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous, si vous pouviez prendre une minute dans le lien en description de cette vidéo, pour me donner votre avis, parce que j'ai pour ambition de créer une communauté de leaders d'hôtels qui veulent rester connectés et solidaires pour co-construire leur carrière. Et ça, je ne peux pas le faire sans votre retour. Si vous souhaitez être recontacté, vous pouvez me le préciser à la fin du formulaire. Et si par hasard vous aviez envie que cette conférence soit animée au sein de votre hôtel, nous pouvons tout à fait en discuter et pour ça je vous invite à m'écrire un mail à contact@valuebymorgan.com. Et si vous souhaitez que nous restions connectés, je poste plusieurs fois par semaine sur LinkedIn pour vous aider à vivre une carrière hôtelière qui vous ressemble, ou en tout cas à vous aider à la piloter sans plus la subir. Cette petite introduction étant terminée, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Est-ce que vous êtes bien installés déjà? Ouais. Température, verre à la main. Nickel. Parfait. J'attends juste Osgour qui est la personne grâce à laquelle nous sommes là ce soir, puisqu'il nous propose ce lieu qui est magnifique, qui est Zoku et qui est la salle plénière. Donc le début de la conférence, c'est de le remercier, donc je vais quand même l'attendre, même si au final je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. En tous les cas, bienvenue à tous pour cette conférence un peu inédite qui s'intitule les 5 piliers pour bien vivre votre carrière hôtelière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Morgane Jaouen, je suis consultante en gestion de carrière hôtelière depuis 5 ans, précédemment RH dans les marques du groupe Accor, LVMH, Cheval Blanc, pour ceux qui connaissent. Et ça fait 5 ans que je me bats pour que les leaders, les cadres dans l'hôtellerie puissent avoir le poste qu'ils méritent et la carrière qui leur permette de s'épanouir. Donc, je voulais remercier d'abord Osgour, mais bon, Osgour, c'est le community manager d'ici. C'est un poste qui n'existe pas dans tous les hôtels qui se disent lifestyle et hybride. Voilà, Osgour, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Non, mais... ah non, mais je disais, mon merci, c'est Osgour. Bah oui, parce qu'il y a un mois, je l'appelle avec un appel du genre un 4 juillet comme ça. J'aimerais bien faire une conférence, mais je ne sais pas trop sur quoi. Tu peux me proposer Zoku? Oui, oui. Donc en fait, il y a des relations de confiance qui se font parfois. Et on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Si on s'était dit il y a un mois qu'à 5 août, on aurait remis, on a combien de personnes aujourd'hui? Une petite trentaine à Paris, je pense qu'on ne l'aurait pas cru. Donc merci beaucoup à vous de faire le déplacement aujourd'hui pour cette conférence. Certaines personnes dans l'Assemblée me disaient c'est inquiétant quand même que des gens viennent à une conférence avec une thématique comme ça en plein été, c'est qu'il y a un sujet derrière de bien-être et de bien vivre une carrière dans l'hôtellerie. Moi, je suis positive dans l'âme, donc le but, c'est quand même de vous donner les tips pour justement bien la vivre. Je me donne honnêtement 3 objectifs ce soir. Le premier objectif, c'est de vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie en tant que RH d'hôtel. Tous les conseils aussi que je donne aux personnes que j'accompagne depuis 5 ans et tous les conseils que finalement je comprends en étant entrepreneuse parce que c'est un métier à part entière d'avoir sa propre entreprise et c'est très similaire finalement au métier de directeur d'hôtel ou de directeur de département. On va vraiment le voir aujourd'hui. Il y a des super ponts qui peuvent se faire entre entreprendre et entreprendre dans un hôtel. Deuxième objectif, c'est que vous passiez une bonne soirée, puisque moi je suis en vacances ce soir après cette conférence, et le but c'est que je vous mette en relation parce que vous avez des personnalités, des talents, des projets qui peuvent vraiment matcher. Donc j'essaierai de le faire, j'ai essayé de le faire déjà avant la conférence, mais que vous passiez un bon moment. Et troisième objectif, et je remercie Émilie qui est dans la salle, en train de boire et qui n'était pas prête que je la remercie, c'est ma coach en stratégie depuis quelques mois. Donc c'est grâce à elle que cette conférence, elle naît enfin, parce qu'un jour elle m'a dit « Ok,
mais en fait, tu fais pas que aider les gens à changer de poste. Tu aides les gens à bien vivre leur carrière. Et donc, en fait, vous allez voir que dans les 5 piliers, le premier, c'est ce que je fais depuis des années, aider les gens à trouver le poste qui leur convient. Mais il y a quand même 4 autres trucs à connaître, je pense, pour bien vivre dans l'hôtel qu'on a choisi après. Parce que c'est pas juste changer de poste qui fait la différence. C'est après, il y a d'autres problèmes qui arrivent une fois qu'on a choisi le nouvel hôtel, et il n'y a pas forcément d'herbe plus verte ailleurs, je vous spoil tout de suite. C'est toujours après une façon de se parer pour mieux la vivre. Donc c'est ça que je veux vous partager ce soir. Et donc merci Émilie d'avoir permis d'émerger ça, parce que Dieu sait que c'est une idée qui a émergé il y a 15 jours en fait, cette conférence, donc c'est vraiment tout mon cœur qui est dans cette présentation. 1 heure 15 de présentation, des questions à la fin. Donc si vous avez des questions, notez-les-vous au fur et à mesure. Peut-être que ce que je vous présenterai va vous apporter des réponses. Et puis je serais ravie de voir ce que ça fait émerger comme questionnement chez vous. Et puis vous avez un petit passage à l'action à chaque pilier, parce que le but c'est que vous puissiez avoir des changements concrets dans votre façon de vivre votre quotidien dans les hôtels dès demain. Donc c'est un peu ce que je vous propose ce soir. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Ça va déjà mieux de mon côté depuis que c'est lancé, faut le savoir. Un petit peu le trac quand c'est un moment important, et en même temps, je suis tellement heureuse de vous voir tous. Savoir que dans la salle, il y a des gens que je connais depuis 10 ans, il y a des gens que je connais depuis 1 an, en vrai. Il y a des personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn, j'ai des entrepreneurs aussi, il n'y a pas que des hôteliers qui viennent me soutenir. Et puis il y a des personnes que je ne connais pas, mais qui ont apparemment pour ambition d'aller, de devenir des leaders dans l'hôtellerie. Donc j'ai hâte de vous rencontrer aussi à la suite de cette conférence. Alors les 5 piliers, vous avez vu que ce sont des post-it. Vous avez normalement votre post-it vous-même d'ailleurs, si jamais vous voulez réseauter et que ce post-it soit pris en photo après l'événement. J'ai fait cette conférence sur des post-it. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu la thématique de la présentation. Faut savoir que cette conférence d'ailleurs, elle est enregistrée comme vous pouvez le voir. Donc elle sera sur YouTube après à disposition si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre réseau ou que vous avez envie de revoir ce moment ou de le réécouter. Peut-être pas. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que finalement, le but, c'est que vous soyez vraiment là avec moi. Je vous demande de ne pas enregistrer. Par contre, si vous voulez prendre des photos de certaines slides, il n'y a pas de souci. Me prendre en photo pour dire merci Morgane pour la conférence sur LinkedIn demain, il n'y a pas de souci non plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin bon, voilà. Donc, premier pilier. Premier pilier, ça va être un peu le plus dense parce que c'est quand même la base. C'est d'être au bon poste pour soi. Et c'est sur ça que je travaille depuis 2012, depuis que j'ai fait mon mémoire sur comment améliorer le management des talents chez Accor. Parce que je pensais qu'il y avait vraiment un sujet à avoir les bonnes personnes au bon poste au bon moment. J'ai des personnes qui ont été ambassadeurs Accor qui lèvent les yeux au ciel au fond de la salle. Être au bon poste, c'est un mix savant. Évidemment, ça pourrait faire 3 jours de formation, donc je vous prie d'excuser les choix stratégiques que je fais ce soir. On va revenir sur le talent management. Je pense que c'était le poste que je préférais en tant que talent manager du Pullman de Bercy, notamment. Il y a des personnes qui travaillent encore dans cet hôtel qui sont dans la salle aussi. Et c'est en fait être au bon poste. Souvent, c'est un peu fouillis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un peu les 4 compétences qui peuvent vous aider à fixer ou là où vous êtes vraiment différenciant, là où vous avez vraiment un talent, en fait. Et peu importe le poste que vous occupez. Et on fera un petit passage à l'action avec ce que j'appelle votre flow. Alors, déjà, le talent management. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont dans les hôtels indépendants ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans des grands groupes, normalement, quand vous avez des RH qui sont bien câblés, il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même, parce que si je le mets sur YouTube après, il faut se méfier. Il y a des points avec les managers qui se font où on voit qui a été performant dans l'année. Okay, donc, en général, en dessous des performances, atteint les performances ou atteint les objectifs, dépasse les objectifs. Et après, on est censé dire qui a du potentiel. Ça, c'est très subjectif. Moi, je dis que c'est un mixte entre ceux qui ont de l'ambition, de la motivation, déjà, et puis l'expérience du manager qui dit « je sais qu'il peut faire le poste d'après facilement ». Le problème, c'est que le talent management, il est souvent pensé comme « il faut prendre le poste d'après, il faut devenir manager d'un truc qu'on adore faire ». Genre, devenir chef de réception, alors qu'on adorait être réceptionniste, ça ne veut pas dire qu'on serait un très bon chef de réception. Donc, il y a beaucoup de posts comme ça sur LinkedIn qui disent devenir manager, c'est pas le même métier, et c'est vrai. Il y a des gens qui vont s'éclater dans le management, il y en a d'autres qui s'éclater dans la relation client. Donc, c'est aussi se dire, OK, le potentiel, mais le potentiel vers quel poste? Et ça, c'est tout un travail, normalement, qui se fait à l'échelle de l'hôtel, qui se fait souvent à l'échelle des groupes, et moi, que j'ai pour ambition de faire à l'échelle du secteur.
Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est dans un hôtel Accor qu'on est bon que pour Accor. C'est pas parce qu'on est tout seul dans un hôtel indépendant qu'on peut pas être hyper pertinent dans un autre. Donc le talent management, globalement, c'était ça. Déjà pour vous donner juste une définition. Mais il y a quelque chose que j'ai compris en ayant ma propre boîte depuis 5 ans. C'est que globalement, quand on commence à faire de l'argent, donc avoir un business, à avoir un hôtel, on a 4 familles de compétences. On a des flux financiers et on a des flux d'humains, grosso modo. Moi, maintenant, je suis solopreneur, donc j'ai eu mes premiers clients. Quand j'ai commencé à avoir pas mal de clients, j'ai décidé de commencer à sous-traiter certaines tâches. Donc j'ai Romy qui travaille avec moi depuis le début de l'année parce que ça commençait à devenir important de prendre soin des clients. Donc vous voyez, il commence à y avoir une petite équipe. Mine de rien, Romy, c'est pour ceux qui la connaissent, c'est pas quelqu'un qui va se contenter de faire les mêmes tâches pendant 6 mois. Je pense qu'il faut lui donner de la matière à. Donc la partie management, la partie RH de OK, à combien je te paye, comment on travaille ensemble, qu'est-ce que tu as envie de faire toi qui peut matcher avec mon projet, c'est très basique, mais c'est des fois ce qu'on oublie, nous, en tant que manager dans une entreprise ou dans un hôtel. Donc en fait, vous avez des gens qui adorent les opérations, qui adorent la qualité, vous savez, la fluidité de ce qui se passe pour le client. Il y a des gens qui adorent faire les plannings, écouter les ouin-ouin des gens aussi, j'appelle ça les ouin-ouin, mais en gros leurs contraintes et leur vie, etc. Et puis, donc, qui sont naturellement dans la relation. Pour ceux qui ont fait un peu des inventaires de personnalité, ça vous parlera. Ceux qui sont un peu tournés vers l'autre, de base, adorent ce genre de partie de métier. Il y a ceux qui sont commerciaux dans l'âme, ceux qui vont aller chercher du chiffre d'affaires. Et ça, c'est le plus dur quand on est à son compte, c'est qu'on peut être excellent en relation client et dans ce qu'on fait, mais il faut savoir se vendre. Et pour ceux qui veulent se lancer à leur compte un jour, je peux vous dire que c'est le plus challengeant, c'est de dire « Hey, je sais faire et je sais bien le faire tout seul, c'est compliqué ». Et je trouve que ça, les hôtels, ils ont du mal parce qu'ils sont tellement là-dedans, et là-dedans, voire là-dedans, ils ont du mal à innover dans la partie commercialisation, sortir du lot. Donc il y a cette partie-là où peut-être que vous êtes actuellement, je ne sais pas moi, à la réception, mais vous avez un potentiel pour vendre l'hôtel, aller chercher du packaging, aller chercher de la vente additionnelle. C'est peut-être ça votre talent en fait. C'est peut-être dans cette partie-là du business, c'est aller développer du chiffre d'affaires. Et il y a des personnes qui ont une vraie appétence pour l'optimisation des coûts. Excel est leur ami. Et j'ai quelqu'un en tête du Pullman Bercy, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais qui était responsable de restaurant à l'époque où j'y étais. Et en fait, lui, son flow, c'était ça. C'était l'optimisation des coûts. Du coup, on a fait un transfert, alors qu'il aurait pu devenir directeur F&B. On a fait un transfert vers contrôleur de gestion dans le service comptabilité et finance. Aujourd'hui, il est il est contrôleur de gestion, multi-site. Il a évolué en dehors du Pullman de Bercy. Et je pense qu'il est dans son flow, parce que grosso modo, les plannings et les gens, ça le gonflait, je le dirais un peu simplement. La relation client, il avait compris. Le côté commercial, franchement, lui, c'était ça. Et donc, je milite, moi, pour des carrières qui ne sont pas que vers le haut, mais aussi vers ce qu'on préfère faire et là où on est bon. Ce qui nous amène sur le flow. Parce que dans n'importe quel poste, quand vous êtes cadre dans l'hôtellerie, vous avez les 4 à gérer. C'est hyper dur. On ne peut pas être bon dans les 4. Donc posez-vous la question déjà, dans quelle partie vous kiffez en fait. Dans quelle partie vous kiffez? Générer du chiffre d'affaires, que tout soit bien rodé financièrement dans la suite, que vous soyez en contact encore avec le client. Il y a beaucoup de passionnés dans l'hôtellerie qui sont encore très à cheval sur le fait que leur bureau soit près de la réception et en contact avec le client. Est-ce que vous êtes le manager qui embarque des gens un peu comme un chef de cuisine qui embarque toute sa troupe à chaque fois, toute sa brigade, vous voyez? Bon, bref. Donc, posez-vous cette question. Et en même temps que cette question, on va aller répondre à cette matrice du flow. Nous l'appellerons Mieli C, parce que vu le nom de famille, psychologue hongrois, okay, qui a écrit un livre que je vous conseille, Flow, The Psychology of Optimal Experience. Et c'est se dire, OK, qu'est-ce qui me fait kiffer au quotidien? Posez-vous la question, où est-ce que vous êtes bon, particulièrement bon, et où est-ce que vous prenez du plaisir, où est-ce que vous êtes stimulé? Le but, c'est que vous soyez dans le flow, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent la notion, vous ne voyez pas votre journée passer. Il est 9h, je regarde ma montre la deuxième fois, il est 18h. Dans l'hôtellerie, il est 6h, je regarde ma montre une deuxième fois, il est 22. Voilà, c'est un peu ça, malheureusement, la réalité pour certains. C'est normal quand on prend un poste de ne pas avoir toutes les compétences, et je vous invite à ne pas avoir toutes les compétences pour être dans cette partie d'éveil qu'on appelle aussi d'excitation, parce que c'est tellement un poste qui vous intéresse que vous ne savez pas tout faire, donc ça c'est un peu... voilà. Par contre, si vous prenez un poste pour lequel vous n'êtes pas compétent, vous êtes carrément
anxieux forcément. Et c'est pour ça aussi que les gens qui comprennent vite, qui montent vite en compétences, au bout de 1 ou 2 ans, ils s'ennuient. Parce qu'après, le défi, il descend. Et le pire qui peut arriver, c'est quand, en fait, on n'est même plus en train de bien faire le boulot parce qu'on connaît, on a fait le tour du poste. Moi, je récupère les gens quand ils sont là, en général, dans mon programme de développement de carrière. Et on se repose la question, qu'est ton flow? Essayez de l'avoir à 80%. Essayez de déléguer le reste. Ça, c'est un peu le conseil. Comment j'ai fait pour me mettre à mon compte? C'est simple, j'ai fait ça. J'ai listé toutes ces missions que j'avais, moi, quand j'étais RH, dans cette matrice. Et je vous invite, vous, en action, à vous dire, OK, c'est quoi les 4 types, enfin, pour chaque type de mission, pour tout ce que j'ai à faire au quotidien, mais vous pouvez réfléchir en mode commercial, gestion, opération, RH. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, ça donnait ça. Quand j'étais RH, j'ai fini RRH pour Cheval Blanc, j'adorais la gestion de carrière. J'avais été reconnue par LVMH pour faire des mobilités entre les maisons saisonnières. J'adorais être ambassadrice, représentante de mon hôtel, relations école. J'adorais former, j'adorais faire ce que je fais maintenant. Là, je suis dans mon flow et en plus, je le fais à une heure où je suis très vive. Donc, c'est vraiment le moment idéal. Le recrutement, ça me gonflait parce que c'était pas très prédictible. La com interne, la paye, le disciplinaire. Déjà, j'avais pas envie de monter en compétence là-dessus. Les relations avec le CSE, hein. La politique interne, j'étais très bonne. Vous allez voir que ça fait partie des piliers. C'est que je souriais et mon corps, il disait non, quoi. Voilà. Donc ça, j'étais très compétente pour bien représenter, mais on comprenait pas pourquoi au bout de 2 ans, je m'en allais. Parce que j'étais pas très alignée, ça m'intéressait pas, en fait, de faire du politiquement correct. Donc, finalement, là où je suis très fière, c'est que j'ai réussi. Je suis pas en train de dire tout le monde se met à son compte, hein, c'est pas du tout le principe, mais c'est de se dire le prochain poste, faites ensemble en sorte que 80% ce soit ce que vous aimez. Et si vous êtes dans un hôtel que vous aimez, essayez de négocier pour l'année prochaine, d'avoir plus de missions que vous aimez et de réorganiser avec d'autres personnes de l'équipe qui ont peut-être plus de choses qui leur plaisent. Quand vous avez un binôme qui adore le reste de des missions, c'est un truc de ouf, faut pas le perdre tout de suite, quoi. Donc voilà, première action, être au bon poste. Quel est votre flow? Ça, c'est un bon exercice pour déjà commencer à définir les choses. Deuxième pilier, imaginons, vous avez le poste parfait. Vous êtes coaché par Morgane, vous arrivez sur un nouveau poste. Après, il va se passer des choses et le deuxième pilier, c'est d'être capable de se fixer des objectifs tout seul. Parce que honnêtement, se fixer des objectifs, déjà, quand je dis ça, c'est pour vous-même. Et quand je dis pour vous-même, c'est pour votre carrière à vous, c'est pas pour l'hôtel. Ça, c'est un peu, faut que ce soit évidemment aligné avec l'hôtel, mais c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de développer par rapport à mon flow. Parce que finalement, je crois que dans tous mes postes salariés, j'ai eu mes objectifs, vous savez, prime sur objectif, en juillet. Donc, quand l'année est faite à la moitié, c'est compliqué de se dire, allez, j'y vais, septembre, octobre, décembre, je vais les chercher. C'est très démotivant. Mais globalement, il y a une chance sur 2 pour que vos managers soient sous l'eau, vos directeurs soient sous l'eau. Voilà, ça, une chance sur 2. 3 chances sur 4, je sais pas. Par contre, c'est votre responsabilité de vous en fixer, parce que vous n'allez pas attendre que d'autres vous disent quoi faire de votre carrière. Donc, fixez-vous des objectifs pour vous-même, de manière proactive. Et le talent management dit que normalement, vous allez vous former sur ce que vous êtes excellent à faire déjà. Bien sûr, il faut s'entourer avec des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, mais vous allez aller percer là où vous êtes excellent et vous allez vous fixer des objectifs là où vous êtes déjà excellent pour vous différencier sur le marché et surtout prendre beaucoup de plaisir, en fait. C'est ça l'objectif. Quels sont ces objectifs finalement? En général, on va vous demander, et vous les avez pour ceux qui ont des primes d'objectifs déjà, vous avez des KPI qui sont, il faut qu'il y ait tant de croissance, tant de chiffre d'affaires. Donc il faut qu'on atteigne ça dans ton service. Il faut qu'on ait tant de marge en FNB, 33%, tout ça. Faut qu'on ait plus de marge qu'avant. Les NPS, les LQA, désolé Romy, les stats qualité aussi. Il faut pas, ou même, faut pas qu'on soit en dessous de 9 sur 10 en note booking. Vous voyez, ce genre d'objectif-là. OK, comment je m'assure, moi, en tant que chef de service, en tant que directeur, que j'atteins et que je dépasse les objectifs qu'on me donne ou que je me donne. Et l'engagement, alors ça, c'est Zoku, vous le faites assez bien, c'est-à-dire qu'il y a des évaluations périodiques de est-ce que les gens sont bien dans l'hôtel et sont prêts à le recommander. Vous savez, c'est ce fameux test d'engagement. Chez Accor, c'était 1 fois par an. Bonjour pour le plan d'action, quand en fait les gens sont saoulés depuis 6 mois.
Et en fait, il y a des hôtels maintenant, un peu en mode start-up, qui disent OK, on va demander tous les 2 mois aux gens s'ils sont bien, ou tous les 3 mois, etc. Et faire des plans d'action en fonction. Mais ça, d'expérience, oui, OK, mais on fait déjà tout ce qu'on peut, je donne déjà tout ce que je peux. On sait que c'est ça l'objectif et on a l'impression qu'on n'est pas vraiment en lien avec le résultat qu'il va y avoir. Et donc pour ça, je voulais vous partager un tips qui est que moi, maintenant que je suis à mon compte, plus personne ne me met d'objectif. Donc comment je sais si j'avance ou pas? Essayez d'être entrepreneur dans votre esprit, de vous dire c'est pas grave si on m'en donne pas, moi je vais m'en fixer pour être content à la fin de l'année ou à la fin de la période. Et donc je m'étais donné un objectif l'année dernière. Je voulais vous partager cet objectif parce que franchement, j'aurais bien aimé que quelqu'un me l'explique il y a 10 ans. Quand on est le 1er janvier 2024 l'année dernière, j'ai 2280 abonnés. Pas énorme pour une fille qui a fait du recrutement pendant 5 ans. J'avais fait un gros tri après Cheval Blanc aussi, il faut le dire. Et je me suis dit, je veux 5000 abonnés à la fin de l'année, sans en ajouter moi-même. Donc OK, merci Morgane. Ce que j'ai calculé, c'est que par mois, ça représentait plus de 120 personnes qui me suivent. Et que du coup, pour avoir plus de 120 personnes, il fallait que je fasse à peu près 8 posts LinkedIn par mois pour être connue. Pourquoi, évidemment, je choisis ça quand je développe une boîte? Pour avoir des gens qui me connaissent et qui peut-être décident de travailler avec moi. Moi, si je reste avec mon réseau de toujours, finalement, ça risque pas de bouger. Donc c'était aussi stratégique, évidemment, d'aller là-dedans. Et donc, l'objectif, se fixer un objectif, c'était pas ça, le nom de l'objectif. Mon objectif à moi, c'était ça. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce que je sais que je peux prendre ma petite main et écrire mon petit post. Ça dépend que de moi. Et ça, de vous fixer un objectif qui ne dépend que de vous, pas de votre équipe incompétente, pas des clients insatisfaits, juste de vous, ça fait du bien. Et en vrai, j'ai bien vu, vous allez voir dans le tableau de suivi, que j'étais pas aux objectifs au début. Donc j'ai décidé de me former au copywriting. Pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an, il y a eu un avant-après dans et Osgour pourrait dire que j'ai passé des heures au Zoku à écrire ces posts-là pendant 3 mois, 2 mois plutôt, de formation de copywriting. Tout ça pour dire que, OK, comment je savais qu'il fallait que je me forme à un moment donné? C'est que j'ai évalué mensuellement ce que ça donnait. Un petit tableau à mettre en place selon l'objectif que vous vous fixez, avec des mois comme ça en ligne. Donc vous savez que vous êtes à 2200, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 2280, donc plus 220, ça donnait ça, pour arriver à 5000, vous voyez, à peu près. Et j'avais cet objectif de 8 posts par mois. La beauté du truc, c'est que là, j'ai un petit pic, comme je vous le dis, de, je sais plus, je l'ai calculé d'avance, 38 posts, voilà. 38 posts. Et le moment où je commence à dépasser l'objectif que je me suis fixé en septembre, là, entre guillemets, j'ai trop de clients pour être concentrée là-dessus et j'ai arrêté de faire le suivi. Mais je savais que je continuais à faire mes 2 posts par semaine. J'ai arrêté le suivi, c'est pas grave. Okay, mais j'ai pris tellement de plaisir, et c'est là que je vous mets cette ressource-là, de James Clear, peut-être que certains l'ont déjà lu, Atomic Habits, ça rien peut tout changer. C'est que j'avais ritualisé qu'après mon café du mardi et du jeudi, midi, j'écrivais mon post. Il faut que ce soit facile. Pour garder une discipline et juste prendre du plaisir, il faut que ce soit facile. Donc l'objectif, c'est pas je veux 5000 parce que toute l'année ça va être long, mais c'est est-ce que cette semaine j'ai fait mes 2 posts. Dans l'hôtellerie, on a 20% de notre to-do list qui est descendu dans la semaine, dans l'hôtellerie et ailleurs. Hein. Donc c'est hyper frustrant, on se dit putain, j'ai pas avancé en fait. Et en fait, si vous avez fait votre priorité pour votre carrière, pour vous, eh ben en général, 30 décembre 2024, 18h, on y arrive. Et ça, ce moment-là, j'étais toute seule dans un hôtel à Montpellier, je vous passe les détails de ma vie, bref, j'étais trop contente. Je ne pouvais pas le partager avec quelqu'un, peut-être que je l'ai partagé avec des gens à la salle quand même, mais je crois que je l'ai partagé quand même sur LinkedIn, je côté un peu, je suis contente, mais c'est pas la qualité du suivi qui compte, c'est la consistance de l'objectif que vous vous fixez et du plaisir que vous prenez. Et donc, cette augmentation, je ne sais pas pourquoi les gens ils ont suivi. Aujourd'hui, je suis à plus de 6300, un truc comme ça. J'ai arrêté de suivre, j'ai gardé le rythme en fait. Et donc ça, c'est acquis. Et je vous demande de développer comme ça sur 6 mois, sur 1 an, un objectif qui vous rapproche. J'aimerais citer Mathéo dans la salle, tu peux lever la main Mathéo, qui s'est dit, moi, sales manager du BRAC, j'ai envie de découvrir tous les hôtels 5 étoiles et luxe de Paris. Donc il s'est dit, je me mets un challenge et je vais faire un marathon de visite et je vais le partager sur LinkedIn. Donc c'est un peu le même genre, parce qu'il prend plaisir à faire ça.
Et puis en fait, moi, du coup, quand les gens veulent savoir quels sont les hôtels 5 étoiles, les palaces de Paris, je leur dis, bah, suivez Mathéo. Vous voyez. Donc en fait, il prend plaisir. Et puis ça, c'est avant son tour du monde, donc forcément, il y a une deadline. Mais ce genre d'objectif-là, qui vous fait kiffer et qui peut vous apporter, j'imagine, moultes opportunités, trouvez-en un qui vous fait kiffer comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'il faudrait faire de votre côté, si vous voulez avoir. Mais pas l'objectif qu'on vous donne, l'objectif que vous vous donnez. Je veux avoir tant d'augmentation sur tel indicateur, je suis à telle date, et j'aimerais avoir tant de croissance, enfin, je sais pas moi, plus d'engagement sur la prochaine évaluation de personnel, par exemple. Qu'est-ce que je fais chaque mois et chaque semaine qui fait que je sais que je me rapproche de l'objectif? Et du coup, est-ce que vous avez besoin de vous former à quelque chose? Posture de coach, tout ça, je ne sais pas si vous voulez motiver les gens, c'est un exemple. Et comment vous évaluez la variation, ça c'est le plus important pour savoir si on est bien ou pas. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et ça vous met dans une joie, même si l'hôtel est en train de fermer et tout, vous savez que vous avez fait votre taf. Et je vous le dis parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué parce qu'on se trouve toujours en dessous de ce que font les autres et tout. Mais ce qui compte, c'est vous en janvier, vous en décembre. C'est la seule chose qui compte en fait dans votre carrière. Et limite, vous il y a 5 ans et vous maintenant. Imaginez aussi ça. Ça fait du bien en général. Alors c'est bien beau, Morgane. Maintenant qu'on sait où on veut aller, on se fixe des objectifs. C'est bien beau, mais en fait, les objectifs, je les atteins pas tout seul. Donc là, intervient l'autre humain. Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'autre humain? En communiquant. Et là arrive le vrai problème dans l'hôtellerie. C'est parti. Communiquer, j'ai encore une fois volontairement, parce que le nombre de formations en relations interpersonnelles qui existent, enfin de formations en relations interpersonnelles qui existent sont nombreuses. Pour moi, on est mauvais dans l'hôtellerie sur les réunions, genre toutes les matinales, tout le monde se fait chier. Voilà. Tout le monde n'a pas besoin d'être là. Au quotidien, c'est une catastrophe. Moi, je suis dispo, tu m'appelles, je suis là. En fait, quand est-ce que tu te reposes? Et les émotions, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Une catastrophe. La communication dans l'hôtellerie, une catastrophe. Donc, en réunion, pourquoi ça me tient à cœur? Déjà, j'avais donné des cours à l'Estua sur animer une réunion pour les masters à l'époque. Je regarde Mathéo parce que c'est là qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Donc, il y a tout un cheminement. Mais je pense que le plus important, c'est de se demander combien ça me coûte cette heure de réunion avec ces gens-là qui ont un certain taux horaire autour de la table. Est-ce que tout le monde est pertinent là? Est-ce qu'il y a des infos qui ne pourraient pas être données en asynchrone? Est-ce qu'il n'y a pas des retranscripts IA qui pourraient être lus rapidement plutôt que de mettre tout le monde dans la même salle à ce moment-là? Est-ce qu'on ne peut pas demander l'avis des gens qui sont importants en amont pour les prendre en compte dans une décision à 3 au lieu d'être à 15? Bon, voilà. Et je me pose la question, puisque Romy et moi, on travaille ensemble, elle me facture son temps de concentration. Donc, nos réunions, on se dit 1 heure d'ordre du jour. Et quand c'est 1h30, je suis pas contente. Parce que du coup, c'est que j'ai pas tenu mon heure de... Après, je lui fais des ordres du jour pas possible. Enfin, franchement, je dis, on va pouvoir avoir tout ça, surtout avant cette réunion. Là, aujourd'hui, c'était une catastrophe. Mais en tout cas, le fait de savoir de quoi vous allez parler et de savoir quand est-ce que vous vous reparlez et de quoi on va parler la prochaine fois, faire l'ordre du jour de la prochaine fois d'avance. Je pense que là, il y a un vrai sujet dans les hôtels. Je pense que la matinale à 9h pile, quand il y a des clients à servir, c'est une connerie. Je pense qu'il y a des façons de communiquer, des choses qui se répètent, qui pourraient être clairement sur un Notion ou une application interne, ou que sais-je. Je pense qu'il y a des vidéos qui pourraient être tournées, qui parleraient aux jeunes et qui parleraient aussi à des gens qui sont peut-être pas lettrés. Donc en fait, il y a plein de choses à faire, je pense, sur comment on améliore ce qu'on communique comme information, qui sont liées forcément aux objectifs, forcément. Parce que si on veut tous aller dans la même direction, il faut quand même qu'on regarde les mêmes objectifs. Deuxième point de la communication. Au quotidien. Le fait d'être toujours dispo, je pense que Zoku, par contre, est un vrai mauvais exemple ici, parce que les chefs de service bossent dans les espaces clients. Donc, on est toujours perturbé. Le fait que vous ayez un bureau, déjà, je pense que c'est un point, on en avait parlé avec certains dans la salle, c'est quand même un point important, au moins pour se concentrer sur des missions qui demandent de la concentration. Est-ce que vous avez déjà dit à vos équipes comment elles pouvaient vous contacter? Hashtag vous déranger ou pas? À quelle heure? Moi, par exemple, dans ma signature de mail, mes clients, ils savent, je traite mes mails à 10h et à 17h. Ça ne veut pas dire que je réponds, ça veut dire qu'ils savent quand est-ce que je regarde ce qu'ils m'ont envoyé. Et je l'ai aussi compris, si je voulais pas burn-out complètement avec mon activité, parce que j'ai des fois 7 à 8 personnes en même temps, qui ont plein de questions, plein de choses qui leur arrivent. S'ils me contactaient par WhatsApp, par message, par MP LinkedIn,
qui m'appelait. Le temps, il explose en fait. Et donc, c'est Notion, pour ceux qui connaissent l'application, ou des mails, point barre. Et c'est un cadre qui est intéressant pour eux aussi dans le programme parce qu'ils se disent, OK, moi aussi, je suis peut-être trop dispo avec mes équipes. Peut-être qu'il faut que je recadre ça aussi pour moi, avoir des moments où je me concentre, etc. Vous êtes disponible quand? Tout le temps, toute la journée, dès que vous arrivez à l'hôtel? Est-ce que vous êtes toujours là, un peu en pompier, parce que personne ne sait quoi faire, etc. Ça, c'est intéressant aussi de se dire, les questions qui reviennent souvent, il faut peut-être les mettre par écrit quelque part. Alors vous allez me dire, oui, il y a des process, personne ne les lit. Oui, mais en tout cas, c'est un peu une FAQ, quoi. C'est d'essayer de mettre tout ce qu'il y a dans votre cerveau de manière accessible. Et quand vous dites que vous êtes dispo que à 10h ou que à 17h, peut-être qu'ils essayent de trouver des solutions entre deux. Pour moi, de réussir à déconnecter ou réussir à déléguer, c'est vraiment les former et les responsabiliser. C'est ce que je disais à quelqu'un qui partait tout à l'heure de son shift, qui disait: «C'est bon, ils m'ont lâché, mais je vais être lâché à 15h». En fait, tu décides de partir à cette heure-là. Tu aurais pu dire: «Non, j'ai terminé». Je sais que c'est là, je suis en train d'envoyer, je sais très bien ce que vous pensez, mais en même temps, c'est dans ces moments-là qu'ils vont vraiment apprendre. Après, est-ce que vous leur laissez le droit à l'erreur ou pas? Est-ce que ça vous saoule de rattraper les erreurs le lendemain? Est-ce que c'est vraiment eux qui vont les rattraper? Je sais bien. Mais il y a un vrai sujet de communication à ce niveau-là. Et surtout, qu'est-ce qu'une urgence? Et les directeurs techniques dans la salle, qu'est-ce qu'une urgence quand on est d'astreinte? Ça se définit. En gros, il y a un mort, il y a le feu, ou il y a une alarme un peu chelou que personne ne sait éteindre et qui va peut-être faire descendre tout le monde dans le lobby. À part ça, le où est-ce que machin a mis ça, j'ai prévu mes vacances, machin, ça peut attendre demain. C'est un problème pour demain. Et redéfinir avec vos équipes quand est-ce que vous êtes dispo, comment est-ce que vous êtes capable d'être contacté. Du genre, vous pouvez m'envoyer tous les textos que vous voulez, mais je répondrai à cette heure-là. Et c'est moi qui décide si je rappelle. Ça leur permet de voir si c'est important ou pas. De ne pas être dispo tout le temps sur site pour les cadres. 1 ou 2 jours de télétravail pour être concentré sur la clôture, sur les objectifs du mois et tout. Je lance une bouteille à la mer. Franchement, je pense que c'est hyper nécessaire. Moi, en tant qu'entrepreneuse, je peux pas être tout le temps avec mes clients. Il y a des moments, il faut que je bosse sur mon business. C'est ce qu'on se dit dans l'entrepreneuriat. Se coacher par quelqu'un pour voir un peu le futur, quoi. Arrêter d'être la tête dans le guidon. Donc, je vous conseille d'être, coaché sur votre carrière, mais aussi sur votre stratégie, pour essayer d'avoir un petit peu plus de vision au niveau de la communication. Bon, ça, c'est entre guillemets possible, mais je pense que là, on a un vrai sujet en hôtellerie, c'est pour communiquer nos émotions. Moi, le nombre de fois où je suis sortie de Codir, j'étais N-1 de Codir, ou même de Codir, où je repartais et j'avais des plaques rouges comme ça. Tellement je trouvais con ce qu'ils venaient de dire. Enfin, vraiment, c'était. Moi, j'ai eu des phrases, des fois, c'est je vous paye pas pour avoir un avis. Je disais un truc et on me disait ça. Je dis, ok, ça va être une bonne journée. Et en fait, je ne disais rien parce que poli. Je vous le dis aussi parce que à la maison, on me demandait pas trop comment je me sentais ou ce que j'en pensais, et puis tout le monde était un peu dans sa merde aussi. Donc en fait, il y a des choses comme ça. En général, les hôteliers sont fils de commerçants, fils de militaires, fils de... Enfin non, il y a toujours un côté de l'ordre, je suis persévérant, je tiens le cap pour les gens, pour les équipes. Le problème, c'est comme on est pressurisé par les attentes du dessus et par le stress d'en dessous, on n'exprime pas. Et c'est tout à notre honneur, c'est tout à votre honneur, ça je tiens à le dire. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que si vous ne dites pas ça ne va pas, c'est-à-dire que vous le pensez, votre corps vous le dit, mais vous avez coupé là, vous ne le dites pas. Il y a une personne dans la salle, Cyril pour ne pas le citer, qui m'a parlé de la langue des oiseaux il n'y a pas très longtemps. Il y a des mots qui veulent dire des choses. Maladie, c'est le mal qui a dit. Je suis tout le temps malade en ce moment, j'ai le dos bloqué, j'ai des somatismes. C'est votre corps qui parle parce que vous n'êtes pas capable de l'ouvrir. Un jour, vous allez être cloué au lit, puis vous allez dire à une coach de carrière, j'ai fait un burn-out. Oui, ok. Mais en fait, à un moment donné, je suis désolée parce que c'est pas drôle le burn-out en plus, mais il y a quand même une co-responsabilité, et c'est la bonne nouvelle. C'est que à l'avenir, ça ne se reproduira pas parce que vous allez parler à l'avenir. Et ça va faciliter les choses. Donc peut-être que je peux vous conseiller cette lecture qui est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Bay, qui est en fait le livre de la communication non violente. C'est-à-dire que vous allez dire, quand je vois ça, quand j'entends ça, quand tu fais ça, moi je me sens comme ça, avec votre petit cœur, des petites émotions. Et mon besoin pour bien dormir, pour bien manger, pour me sentir bien, c'est ça.
l'action, les jambes, comment on fait pour avancer différemment. Après, je ne dis pas que votre manager, il va l'entendre. C'est un red flag si ça n'est pas entendu. Il faut aussi acter que c'est pas entendu. Il y a plein de gens qui disent ça sert à rien que je le dise parce que ça changera pas. Oui, bah justement, dis-le et casse-toi. En fait, à un moment donné, c'est aussi votre responsabilité de rester, de ne rien faire pour essayer de trouver autre chose si vraiment en face, il n'y a pas de réponse. Là, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec un client il y a 2 semaines. Il est directeur multisite à Paris. Sa N+1 lui trouve un poste à Cannes, enfin lui propose le poste à Cannes, mais elle lui dit par contre, si tu postules, c'est pour prendre le poste. Genre, tu ne nous la fais pas à l'envers. C'est un candidat externe, il a le droit de dire s'il veut le poste ou pas, mais un candidat interne, il n'a pas le droit de dire s'il est intéressé ou pas. Et en fait, il gardait ça et il était bloqué. Et je lui ai dit, bah, exercice pour la semaine prochaine, c'est pas que du coaching de recherche d'emploi, c'est aussi du coaching de j'y vais et je vais mettre mes émotions sur la table. Quand tu me dis que si je postule, je dois être sûre de vouloir le poste, je me sens vraiment frustrée et bloquée. J'ai envie de dire non et de même pas postuler en fait. J'ai besoin de discuter du poste avant de savoir s'il m'intéresse. Non mais on est... ça paraît logique, hein, mais ça, il était incapable de le dire. Et son parcours le montrait en fait. Il partait à chaque fois, plutôt que d'avoir des conversations. Donc peut-on en rediscuter? Bon, si vous voulez de la fin de l'histoire, la personne a dit « Ah mais t'as pas compris en fait ». Mais évidemment qu'on peut en discuter. Ben voilà, je sais pas comment t'as pu comprendre ça. Red flag, ok. Bon, de toute façon, s'il est rentré dans le programme, c'est que de base, il fallait partir. Mais il y avait quand même, quand la personne, elle change de comportement face à vous, c'est vous le problème. Hein. Il faut vraiment savoir aussi déposer, c'est son problème après une fois que vous avez donné les émotions. Et vraiment, je pense que si quelqu'un me l'avait dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, je pense que je serais restée beaucoup plus longtemps sur mes postes parce que j'aurais été capable de me dire c'est pas moi le problème, mais je dois le dire. Et quand vous êtes un bon élément, quand vous dites quelque chose, normalement, on l'entend. Si en face, c'est pas entendu, c'est peut-être que c'est un peu toxique. Peut-être. Donc, petite action, dès demain, si vous avez quelque chose qui vous travaille, que vous ne communiquez pas correctement, je vous invite à dire bah, quand tu me dis ça, ou quand je vois ça, ou quand ça c'est fait, je ressens ça. Il faut trouver la bonne émotion. Mais en gros, c'est colère, tristesse, peur, potentiellement joie. Mais bon, en général, on n'a pas besoin d'être non-violent pour partager de la joie. Donc voilà. J'ai besoin de ça. Moi, derrière, j'ai besoin d'avoir confiance, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin d'avoir voilà, une vision. Et comment on peut opérer différemment à l'avenir. Donc vraiment, ce bouquin, il y a aussi des résumés, évidemment. Quand je dis le bouquin, c'est aussi aller voir peut-être l'auteur sur YouTube. Hein. Voilà. Bon, super, Morgane. Communiquer, gros sujet dans les hôtels. Pas que dans les hôtels. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'autres secteurs dans la salle et qui me disent oui. Ça, c'est important. Par rapport à la matrice du flow, je vous l'ai dit, quand on arrête d'apprendre, on perd en stimulation, on perd en défi. Donc forcément, une des clés pour moi dans une carrière, peu importe le poste qu'on est, peu importe l'âge qu'on a, c'est de continuer à apprendre. Ça, c'est ce qui vous fait bien vivre votre carrière, rester plus longtemps à des postes, trouver une utilité à votre quotidien. Apprendre sur 3 choses. En continu, déjà, de ne pas s'arrêter. Je pense que le gros débat sur les seniors, c'est un faux débat. Je sais que je vais me faire trucider en disant ça. Mais je pense que le problème, c'est qu'on se dit que les seniors, ils ont arrêté d'apprendre. Moi, je connais plein de jeunes, c'est des vieux. Hein. Une catastrophe, quoi. Ils ont appris des trucs sur un PowerPoint dans leur école. 5 ans après, ils n'ont toujours rien appris de nouveau. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une personne qui a 10 ans de moins que moi. On est sur un écart générationnel. Je me sens, et pourtant, je ne suis pas du genre à me laisser aller dans les compétences, mais des fois, je me sens à la traîne quand je vois à quel point elle fait des procédures très vite, quand je vois à quel point, quand je lui demande un brainstorming sur un sujet, j'ai pas 2 idées, j'en ai 15. Donc, en fait, je me dis, bah, t'es en train de vieillir. C'est pas une question d'âge, c'est une question de rester formé, d'apprendre en continu. Et je connais des gens dans mon programme, une personne que j'ai envie de citer, parce que vraiment, je pense que c'est la personne qui est la plus au fait en formation continue. Elle s'appelle Agnès Balâtre. Elle peut vous aider à diversifier vos ventes. Je crois que tu l'as rencontré, Mathéo, à la dernière soirée. C'est une pépite de toutes les conférences, tous les sujets, toutes les tables rondes sur la diversification des ventes dans l'hôtellerie. Et elle a 62 ans. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec l'âge. Par contre, je pense que quand vous arrêtez d'apprendre, vous êtes un peu en train de mourir. Je pense que c'est quand on arrête de s'actualiser que là, il y a un truc qui se passe et qu'on se laisse un peu dépérir, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur le apprendre en continu.
Il y a beaucoup de ressources gratuites pour apprendre en continu. Vous avez aussi, et beaucoup de gens ne le savent pas, votre compte personnel de formation. Compte personnel de formation, vous rentrez juste votre numéro de sécurité sociale et vous avez un montant incroyable, en général, s'il est accumulé depuis plus de 5 ans, genre 2000 balles ou autre, pour investir sur une formation dans votre flow. Donc allez-y, c'est pas forcément dans le temps de travail, c'est à côté. Mais globalement, je pense que dans la vie, investir sur soi, et là je recite Cyril ici présent, l'argent, j'adore cette phrase en fait, l'argent c'est l'art des gens. Donc c'est du flux, c'est de l'énergie, ça va, ça vient. Et si vous mettez de l'argent sur vous, en général, l'univers voit que vous savez investir sur vous et bizarrement, il y a des opportunités qui se font. Le copywriting LinkedIn, pour apprendre à faire des putains de posts LinkedIn, 3200 balles. Et bien, mine de rien, elle a atteint son objectif. La Morgane est contente, elle a 3200 €. Non, mais surtout, ça m'a aussi débloqué et ça m'a permis de rencontrer plein de gens grâce à LinkedIn. Alors, c'est des investissements avec mon entreprise, je suis d'accord. Mais quand on met des montants, moi, si j'étais salariée, je me suis dit, mais jamais de la vie. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont été coachées, savent le prix que ça représente. Mais en fait, ça, à un moment donné, c'est pour débloquer les choses. C'est pour aller vers votre art davantage de déposer de l'argent. Donc le CPF, c'est bien, mais sachez que je ne bosserai jamais avec Calliope ou CPF parce que c'est pas la même démarche. C'est pas votre argent vraiment. C'est un peu cumulé par l'entreprise. Et du coup, moi, j'ai besoin que vous mettiez votre argent sur la table pour qu'on bosse ensemble. Donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à investir sur vous, l'univers vous le rendra. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui ne viennent pas de l'hôtellerie. Ça, c'est mon dernier point sur l'innovation. Les personnes qui ne venaient pas de l'hôtellerie, certains le connaissent pour avoir été dans le programme sur les derniers mois, il n'avait jamais fait d'hôtellerie, il a fait 4 extras dans un Ibis Style dans une ville de province et il passe la deuxième étape pour chef de réception là, en recrutement, parce qu'il a su développer son réseau et il a su investir sur lui à un moment où il n'avait même plus d'argent en me disant en fait si je veux aller dans l'hôtellerie à un moment donné il faut que je parle et que je rencontre des professionnels du secteur. Donc moi tous les gens qui me disent c'est pas possible, j'adore parce qu'en général il se passe des choses incroyables et en fait on innove avec des gens qui ne viennent pas de l'hôtellerie parce qu'ils ont une vision d'autres moments de la vie de nos clients qui nous permettent de faire différemment et en plus c'est les meilleurs managers parce que comme ils savent pas faire le taf du dessous, eux ils n'ont pas de problème à déconnecter. Alors que ceux qui viennent du floor, ils ont toujours envie de montrer qu'ils savent faire et ça sert à rien. Je suis dure. Ça sert à rien s'ils veulent avoir une vie perso, c'est plutôt ça que je veux dire. Allez, apprendre. C'est bien d'apprendre sur l'extérieur, sur ce qui se passe, mais c'est bien d'apprendre sur vous et ça, je sais que c'est compliqué aussi. C'est mon apprentissage le plus profond. Pour développer ma boîte, il fallait que j'apprenne sur moi parce qu'en fait, j'étais pleine de blocages. Donc, petit focus thérapie. La thérapie, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr que je peux vous raconter que j'étais trop forte, je changeais de poste tous les 2 ans, etc. Bon, en vrai, j'étais vite saoulée émotionnellement de mes postes parce que ambitieuse, parce que je pensais bien faire mon taf, mais incapable d'exprimer quand ça n'allait pas. Donc je pense que j'aurais pu faire de magnifiques choses au Pullman de Bercy, au Sofitel de la Défense. Mercure Tour Eiffel, c'était un CDD. De toute façon, la dame qui était enceinte est revenue, donc je n'avais pas vraiment le choix. Mais même Cheval Blanc, je pense que j'aurais pu faire des choses si j'avais su mieux communiquer et mieux me connaître à l'époque. Et la thérapie, c'est comprendre comment on a fonctionné dans le passé. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros trauma ou que vous êtes un cas psycho. Enfin voilà, c'est plutôt se dire ça ne se reproduira pas dans l'avenir parce que j'ai compris comment ça s'était passé. Et ça, c'est un point. En fait, on a peu de temps. Pourquoi? Parce que le quotidien, quoi. Mais si vous arrivez déjà à vous bloquer, genre, je sais pas, un jeudi, pas un jeudi, un mercredi de midi à 14h, j'ai un rendez-vous toutes les semaines. C'est un cadre pour vous. Vous allez voir un psy, un thérapeute, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous permet de travailler sur vous. C'est déjà que vous arrivez à vous respecter, à vous mettre en priorité. Moi, il y a des gens, pour ce soir, qui m'ont écrit « Je peux pas, je suis bloquée au bureau ». C'est une conférence sur comment mieux vivre sa carrière dans l'hôtellerie. Et il est 19h30 et c'est pas un poste qui est censé être du soir. Donc c'était déjà déjà félicitez-vous d'avoir pris ce moment pour vous ce soir, d'avoir réussi à finir à l'heure quand c'était pas forcément l'heure de fin d'habitude, parce que c'est déjà un moment pour vous, un cadre où vous vous dites je me mets en priorité parce que ça va bien. Certains dans la salle diront c'est inquiétant qu'il y ait autant de monde qui viennent, voilà. Mais en vrai, je pense que c'est une très bonne chose. Autre chose, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le chronotype. Quel est votre chronotype?
C'est-à-dire, c'est un test que vous pouvez faire ici sur l'organisologie.com. Il y a plein de gens qui proposent et c'est gratuit. C'est quand est-ce que vous êtes le plus performant? Moi, j'ai été shiftée. Le tout premier stage que j'ai fait en école de commerce, c'était réceptionniste dans un Ibis Styles à Montmartre. Je détestais les shifts du matin. Non pas que je n'aimais pas les check-out, mais c'est que vraiment, moi, le matin, c'est pas un cadeau, quoi. Le soir, par contre, j'adorais. J'ai fait mes cours de master en école de commerce en Espagne, de 16h à 21h. Meilleur semestre de ma vie. Bon, il y a plein de gens qui étaient en souffrance, mais moi, c'est le soir. J'ai un chronotype dit loup. J'ai compris ça il y a 2 ans, quand en fait j'étais un peu en souffrance en coaching très tôt le matin. Donc aujourd'hui, je peux coacher de 10h à 18h à peu près, et j'ai des moments de lucidité entre 18 et minuit où je fais une conférence comme ça en 3 heures, quoi. Mais il y a des gens, c'est des miracle morning, c'est genre ouf, à la fraîche, qu'est-ce que je suis vif, voilà. Donc ça, c'est un autre chronotype. Et donc je trouve, j'enfonce peut-être une porte ouverte, que c'est une connerie de faire changer les gens de shift, parce qu'ils ne changent pas de chronotype. Je pense qu'il y a des gens qui sont très bons le soir, d'autres très bons le matin, et que bien vivre leur quotidien, c'est peut-être juste se dire, je peux dormir ce matin, ou je peux faire d'autres choses l'après-midi. Donc je comprends qu'on n'a pas assez de staff parfois et qu'il faut remplacer quand il y a des congés. Mais en vrai, moi, vous me proposez un poste où je peux arriver à midi et je finis à 20h, je suis la plus heureuse, quoi. Donc ça aussi, c'est peut-être nouveau, mais c'est un truc peut-être sur vous. Enfin, je sais que vous êtes là toute la journée dans l'hôtel, je comprends bien pour ceux qui sont directeurs, cadres, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments plus propices au mail tranquillou, des moments où vous êtes en énergie pour être en relation client, des moments où vous allez aller sur les sujets de fond, vous concentrer sur ce prévisionnel de l'année prochaine? Voilà. Et en fait, vous revoyez votre journée comme ça, en vous connaissant. On arrête de se faire violence. On arrête de se faire violence. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai ce luxe, c'est vrai, mais en même temps, qu'est-ce que c'est cool, quoi, de bosser quand on est vif. Donc voilà, donc en tout cas, d'avancer sur des sujets de fond quand on est vif. Et le coaching, sincèrement, je le recommande forcément. Moi, je me suis fait coacher sur le marketing, sur la finance. Je me fais maintenant coacher sur la stratégie. Parce que le coaching, globalement, c'est OK, tu veux aller où? Te poser les bonnes questions et actionner les bonnes actions. Et c'est révolutionnaire. Enfin, moi, ça m'a libéré mon mois de juillet de me dire, OK, en fait, c'est ça que je fais. C'est le pilier 1 que je fais depuis des années. Mais j'ai envie d'aller sur les autres piliers avec vous. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Le coaching, c'est un mot où on déteste les coachs sur LinkedIn. Là, on en a marre de les voir raconter de leur life. Et moi, je déconnecte l'été et tout ça. On est bien d'accord. Mais par contre, ceux qui sont bons, ils vous font aller à un endroit où vous n'osiez pas y aller tout seul. Et ça, c'est voilà, incroyable. On ne va pas pleurer tout de suite, on n'est pas fatigué, tout va bien. Donc, pensez à ça, travailler le passé, votre quotidien et votre futur avec beaucoup d'intention, ça peut vraiment changer votre carrière. Il y a quelque chose dont je suis persuadée, et je pense que ce soir sera un très bon exemple, c'est d'apprendre entre pairs. Quand je dis entre pairs, c'est vraiment, on fait la paire, quoi, et pas que on est entre DG, à 50 ans, on se comprend, désolée, mais entre tout le monde, en fait, les entrepreneurs, entre des gens qui se choisissent, entre des gens qui sont à fond, entre des gens qui se disent, en fait, moi j'ai une vie privée, c'est plus important. Essayez d'apprendre des autres et de comment ils fonctionnent, pas que dans votre hôtel, pas que dans votre groupe, mais en dehors. Je vous invite aussi, quand vous faites, vous savez, une intégration, quand vous apprenez des choses à des gens qui arrivent dans l'hôtel, homologues et autres, quand vous faites une passation, gardez-le pour vous. Enfin, gardez-le pour vous, non. Gardez ce que vous allez créer et que vous répétez systématiquement et gardez-le avec vous. Moi, je regrette de ne pas avoir gardé mes passations de RH. Ça aurait fait des jours et des jours de formation, mais je ne les ai pas gardées. Quand je dis automatisé, c'est ce truc que vous dites à chaque fois que quelqu'un arrive, filmez-vous, dites-le et mettez-le sur un endroit où la personne va pouvoir le réécouter. Ce qui est intéressant, c'est pas les trucs que vous répétez à tout le monde et vu le turnover qu'on a malheureusement sur les équipes de floor dans les hôtels, c'est voilà, sachant qu'ils ont une concentration de 5 minutes à peu près. Donc les petites vidéos courtes, c'est bien. Mais c'est d'être en posture de coach avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire en posture de coach? C'est au lieu, quand on vous pose la question, qu'on vous demande une information, c'est où ça? Qu'est-ce que je dois faire? C'est de lui demander qu'est-ce que tu ferais? Ou qu'est-ce que tu ferais à ma place, en gros? Qu'est-ce que tu ferais si? Le laisser galérer, le laisser réfléchir tout seul. Qu'est-ce que tu proposes?
Moi, je me rappelle d'une personne qui était, qui est, je sais pas s'il est toujours membre à Zoku, mais qui me disait, il manageait 15 personnes. Quand quelqu'un arrivait, mais dans l'informatique, quand quelqu'un arrivait et lui posait une question, il dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pas juste, bah, tu fais ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire? À quoi tu as pensé? En fait, ça valorise la personne. C'est ça, la posture de coach. Et je pense que ça, c'est peut-être une des formations où vous pouvez vous dire, comment je peux avoir une posture de coach par rapport à mes équipes pour qu'ils sachent faire tout seuls et qu'ils arrêtent de me poser des questions. Et globalement, entre pairs aussi, ce que je vais vous demander ce soir, c'est de demander à quelqu'un, si vous bloquez sur quelque chose vous, peu importe qui, qu'est-ce que tu ferais à ma place si, voilà, une personne, elle vient jamais, elle me pose des arrêts maladie tout le temps, bon, ouais, vous avez compris, et derrière, j'ai besoin d'avoir du staff pour tel événement. Vraiment, apprendre entre pairs, je le dois, enfin je le dois, non, mais c'est Laurent Lucas ici présent, qui m'a dit, moi dans mon groupe, quand j'ai un événement avec beaucoup d'enjeux et que j'ai pas assez de staff, j'appelle mes homologues dans le même groupe et ils viennent en renfort. C'est des super moments de solidarité. Moi, je pense que ça peut se faire en dehors d'un groupe aussi. C'est-à-dire que c'est intéressant pour vous aussi même de venir en renfort. Qu'est-ce qu'elle raconte? En renfort FNB un week-end ou un soir, j'en sais rien. Bon, ça fait toujours des extras, ça fait toujours voilà. Mais en fait, il y a une solidarité qui se crée. Et c'est une solidarité qui se crée aussi naturellement entre les gens qui ont suivi mon programme qui est collectif depuis 1 an. C'est-à-dire qu'ils gardent contact entre eux derrière. C'est ça que j'ai pas réussi à bien suivre derrière et qui explique un peu le 5e pilier. Mais je pense que s'il y a une solidarité qui se crée entre des gens qui ont des valeurs communes, et moi, les gens dans la salle, si vous êtes là, c'est que vous êtes bosseurs, vous êtes ambitieux, mais vous êtes positifs aussi. Plutôt avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, plutôt voir qu'il y a des solutions à l'hôtellerie, il faut faire différemment plutôt que de dire c'est foutu. Parce que moi, je suis là pour sauver ce secteur, je vous le dis. Parce que c'était le secteur qui me permettait de voir ma mère qui était commerçante quand j'étais adolescente et qui nous permet de sortir de notre quotidien. Ça permet aussi à des entreprises de sortir de leur quotidien et de faire des séminaires mémorables, etc. Il ne faut pas que ça s'arrête, ce secteur. Mais par contre, ça passe par vous, cadres et dirigeants des hôtels, qui arrivez à sortir de cette solitude. Vraiment, je pense que mon programme s'appelle Value Yourself and Connect. Le and Connect, le rester connecté avec les anciens collègues, avec des gens avec qui on a bossé, avec des gens qu'on a rencontrés en networking. C'est un truc que moi j'adore faire, mais c'est un truc que vous devriez faire aussi, si possible, à une petite échelle pour commencer. C'est donc le 5e pilier. Rester connecté avec d'autres hôteliers, pas que des gens de mon hôtel ou de mon groupe. Pourquoi? Pour s'actualiser, pour éviter de devenir ce mec qui vieillit avant l'heure, ou cette fille qui vieillit avant l'heure, pour se soutenir, parce que Dieu sait que on en chie, et pour aussi nous rejoindre, ce qui va être l'action finale. Je reviendrai sur se soutenir avant, juste pour s'actualiser, c'est tout simple, c'est s'actualiser sur les connaissances, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller voir toutes ces ressources gratuites, donc c'est les partager entre nous, se dire ok, telle compétence, elle est nécessaire aujourd'hui. Je pense au community management, qui est une compétence nécessaire pour créer des communautés dans des hôtels, par exemple. Et les bonnes pratiques. Bon les gars, j'ai gagné 2 heures avec ça, faut absolument que vous découvriez. J'ai des as, des PMS dans la salle aussi, 2 personnes, Jean-Damien, Romain. Si vous avez des questions sur les PMS, ce sont des machines, les gars. Évidemment, il y en a d'autres, je ne le dis pas, mais je vous donne juste des noms comme ça, de personnes qui pourraient être votre hotline. Comment ça marche Muse, comment ça marche Opéra, même si vous ne l'avez jamais fait, pour bluffer en entretien, tout ça. Voilà, de se dire, c'est important de s'actualiser. Rester connecté pour soutenir, j'en ai parlé un petit peu de ce côté recrutement, pas juste être là, Indeed, Welcome to the Jungle, Journal des Palaces, autant de candidatures inutiles qui se ressemblent, et d'être un peu plus dans la mobilité, mais pas que dans mon groupe, aussi au niveau du secteur, d'anticiper qui va être intéressé par le poste d'après en fonction de son potentiel. On revient au pilier 1, parce que vous êtes des bons managers qui savent le reconnaître. Aussi partager les bons contacts. Tu connais pas un avocat en droit du travail, tu connais pas quelqu'un qui peut venir j'ai eu la question il y a pas longtemps, qui peut me dépanner pour mettre justement une intégration Muse. En fait, ça, moi, j'ai beaucoup de contacts là-dessus, mais si tout le monde faisait comme moi, même si tout le monde n'est pas à son compte, à ne faire que ça, etc., je suis bien d'accord, mais d'avoir ce réflexe, que j'appelle le 8-minute called friends, pas du tout cohérent ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est d'avoir quelqu'un
que vous pouvez appeler 8 minutes quand ça va pas. Dans la salle peut-être, ou un ancien collègue ou quelqu'un qui peut vous dépanner, vous soutenir. Parce que je pense que c'est ça le pire, c'est quand on a des comptes à rendre et des gens à ne pas effrayer, les mains, elles doivent aller sur le côté. Elles doivent aller sur le côté. Ça peut aller sur le côté comme ça, c'est-à-dire je suis directeur hébergement et je vais demander à un DG d'un autre hôtel sans me griller. Moi, c'est comme ça que j'ai eu des postes. J'ai eu un poste de responsable RH à 27 ans. Bien sûr que j'avais pas du tout toutes les compétences, mais je disais, j'ai 5 personnes qui sont prêtes à me répondre dans la journée si j'ai une question. Et c'est comme ça que j'ai eu tous mes postes. Parce que je savais que j'étais entourée par des gens qui avaient les compétences que j'avais pas. Et donc rester connecté, je pense que c'est la clé pour bien vivre sa carrière, bien prendre des postes, se faire confiance et savoir que même les jours où on aura envie de pleurer, on peut en rire avec quelqu'un. Nous avons dans la salle Bruno Lanvin, qui est, c'est votre moment, qui est le président de l'AICR. Je ne sais pas si vous connaissez cette amicale internationale des chefs de réception et directeurs adjoints, on peut le dire jusque-là. Je l'ai rencontré, métier d'accueil, voilà. Donc niveau international quand même, 1200, juste sur la France. Mais je suis ravie de l'avoir, sachant que je ne le connaissais pas avant aujourd'hui et que c'est grâce à un commentaire de Nicolas, son trésorier, sous LinkedIn, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, je pense que c'est intéressant, je pense que notre groupe aurait besoin d'une conférence comme ça. By the way, Bruno vient. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. J'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Voilà. Il y aura quelqu'un qui appelait. Oui, oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. D'avoir oui, d'avoir un réseau d'entraide. Je vais pas y arriver. Mais que ah oui, si, c'était une phrase de Nicolas, ça me revient. Il dit: «Quand je me regarde dans» voilà, ça c'est copyright, il ne savait pas qu'il allait être dans cette conférence et donc qu'elle est filmée. C'est: «Quand je regarde dans le miroir, je me désole, mais quand j'entends les autres, je me console». Dans l'hôtellerie, je pense que c'est un peu vrai, c'est-à-dire que même si on a tous acté ce soir après dans le petit moment ensemble que, bon, c'est compliqué, en fait, ça permet de savoir que on est tous là à faire un maximum d'efforts, même dans l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est dur pour tout le monde. Sauf qu'il y a une espèce de stature de je suis directeur ou je dois montrer que je suis fort et tout. Franchement, quand on baisse les barrières et qu'on admet avec une forme de vulnérabilité que c'est compliqué, il y a de l'amour qui arrive en fait. Il y a de l'amour qui arrive de la part des gens et surtout quand on est à son compte, je trouve que c'est encore plus important de ne pas juste dire c'est compliqué. Si j'avais pas dit c'est compliqué à un moment donné, j'aurais pas rencontré Émilie, j'aurais pas. Il y a plein de choses comme ça. Des fois, j'en parle aussi à Romy, alors que bon, techniquement, on bosse ensemble, je suis censée l'inspirer. Mais je crois que ça la rassure de se dire c'est pas une machine je pense qu'elle se sent utile aussi à me remonter le moral parfois quand c'est compliqué. Donc, faut pas hésiter, je pense, à dire que c'est compliqué entre pairs si vous voulez pas le faire en interne, entre pairs hors site, mais aussi, surtout quand vous avez, je sais pas moi, des périodes d'essai qui sont rompues, quand il y a des choses pas justes qui se passent. Si vous saviez le nombre d'histoires que j'entends, en gros 10 par mois pendant 1 heure, de choses pas justes qui se passent dans l'hôtellerie, vous êtes pas seul, quoi. Ceux qui suivent un peu Marine Léonardi sur Instagram, c'est vraiment vous n'êtes pas seul dans ces difficultés. Je pense que tout le monde n'est pas la rêve de cette fille, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je propose? C'est qu'on reste connectés et qu'on grandisse ensemble. C'est un peu l'objectif de cette conférence parce qu'évidemment, c'était très rapide tout ce que je vous ai dit et comme je vous dis, chaque slide pourrait être un sujet de conférence ou de formation à part entière. Je vous propose qu'à partir de septembre 2025, on travaille sur nous-mêmes 2 heures par mois, ensemble. Qu'on soit une communauté de pairs, de directeurs d'hôtel, de cadres, tous les cadres ne sont pas dans les comités de direction, mais de cadres qui ont des difficultés, des envies, des ambitions, des envies de se former. Des futurs leaders, je parle des agents de maîtrise, parce que dans beaucoup d'hôtels, les gens ne sont pas cadres, mais sont de très bons agents de maîtrise. Et puis peut-être des personnes aussi qui savent que le prochain poste, c'est agent de maîtrise. On va travailler une des thématiques de carrière qu'on a vues aujourd'hui par mois, avec un event d'onboarding qu'on organisera avec Romy en présentiel tous les trimestres, et un challenge 30 minutes par semaine sur un canal qu'on aura défini ensemble pour passer à l'action. 30 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, ça fait près de 2 heures de travail sur vous par mois. Et on aura un live avec des experts de mon réseau d'1 heure
qui ont pour but d'aller vraiment creuser ces sujets que je vous ai présentés ce soir. En fait, je vais lancer en 2026 le premier incubateur de carrière dans l'hôtellerie qui va reprendre ces 5 piliers pour vous apprendre à piloter votre carrière sans plus la subir. Et sincèrement, le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir, alors qu'on est un 5 août, me met dans une joie parce que je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention à une heure où certains peuvent s'endormir après avoir commencé très très tôt. Et merci pour votre présence si nombreux ce soir. Je l'avais anticipé que vous seriez nombreux, mais peut-être pas autant. Franchement, merci beaucoup.